Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Oui, c'est moi. C'est lui! Je surprends. Hey, ça, c'est une entrée. Patrice, c'est la meilleure entrée qu'on a eue à La Poche Bleue jusqu'à maintenant. Pensez à secret. Hey, toi, tu devais rire en arrière, man. Regarde-moi les épais qui pensent que c'est une question. Comment ça va, Pat? Parce que même moi, je me suis surpris. J'ai dit, mais ça, Barry, attends, ma femme est-tu en train de poser une question pendant qu'elle regarde-tu d'en haut? Elle dit, ah non, c'est écrit parce qu'on utilise le Zoom, parce qu'elle fait le Zoom pour les petits. Elle fait les coach l'équipe de ma fille, elle fait des Zooms. Fait que moi, ça change là, entre Patrice et les autres. Ça, c'est une entrée. Notre réalisateur, t'es comme. Là, étiré, Patrice n'est pas là, Là, je viens de t'écrire. Pat, t'es où? J'ai pas de réponse. Je suis comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? J'ai re-rentré, puis j'ai dit, attends, peut-être que c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Là, je dis, non, ça va apparaître le nom de ma femme. Puis là, au moins, ça a sonné, fait que ça a donné... Là, on vient de changer ton nom, là. On a mis ton vrai nom. Ouais, Patrice. Bon. Hey, Pat, merci beaucoup d'être venu à La Poche Bleue. On est content que tu sois ici avec nous. Puis, merci de l'invitation. Vraiment, j'apprécie de rentrer dans la gang, ça, on peut dire. Ben, tu fais partie de la gang, puis pas à peu près, parce qu'il y a beaucoup de monde qui te respecte au Québec. Puis surtout, là, quand tu commences à faire les recherches, puis de voir d'où c'est parti ta carrière, puis tout ça, c'est débile. Le monde, je pense qu'ils te connaissent bien comme le leader, le joueur de soccer, mais moi, je veux partir du début. On va retourner en arrière dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Foreurs de Val-d'Or. Puis on va commencer. Guillaume m'a parlé un peu de ta journée de repêchage. Parle-moi de ta journée de repêchage. Il y a une petite anecdote qui est arrivée, puis je pense que les gens vont vouloir l'entendre. Oui, c'est surprenant. Je m'attends tout le temps que tout le monde sait que j'ai joué au hockey, mais clairement, tout le monde m'associe, c'est sûr, normalement, au capitaine de l'Impact de Montréal. Donc, oui... ma journée de repêchage, c'était spécial parce que moi, j'ai eu une bourse d'études pour aller à l'Université de Syracuse pour le soccer. Et donc, je devais passer les SATs, qui est l'examen que tu dois avoir, les notes pour pouvoir avoir l'acceptation d'avoir la bourse. Mais en même temps, c'est la journée de repêchage qui sont à Victoriaville. Donc, mon test est à 10 h du matin, mais le repêchage est à 1 h de l'après-midi. Puis, écoute, là, moi, je me dépêche comme un fou pour faire l'examen, c'est en anglais, tout. Puis en même temps, mon père, il m'attend. Puis, normalement, l'examen, il dit que ça prend 2 h 30, ça peut prendre 3 heures de temps. Et Victoriaville, c'est pas à côté de Montréal. Et donc, on se dépêche. Mon père, il conduit comme c'est pas possible pour se rendre au draft. On arrive juste à temps. Et je suis assis dans les estrades, comme tout le monde, cravate, suit. Puis dans les estrades, pendant que le temps passe, je passe pas dans les premières rondes. Puis ma soeur me demande... où est-ce que tu voudrais pas aller? Puis entre-temps, parce que clairement, nous, on est de Montréal, puis j'avais joué à Magog, mais sortir du Grand Montréal, c'était pas vraiment l'habitude. Puis je connaissais un peu les noms des équipes ailleurs, mais moi, j'ai dit, 2 places. Val-d'Or, puis les Moussets Halifax. J'ai dit, Halifax, je me suis dit, c'est loin, puis Val-d'Or, j'avais jamais été, fait que je me dis, c'est encore plus loin, fait que pourquoi aller là? 5 minutes plus tard, on t'entend au micro. Les Foreurs de Val-d'Or demandent un temps d'arrêt, font un échange, envoient Roberto Baldris au Cataracte de Shawinigan et repêchent Patrice Bernier. Puis là, moi, je suis comme assis sur mon siège. Puis je bouge pas. Puis c'est mon père qui dit « Hey, faut que tu y ailles, là. Ils t'attendent. » Puis moi, je suis comme un peu comme « Ben non. J'ai pas entendu mon nom. » Puis je descends un peu lambineux, en voulant dire « Bon, Val-d'Or. » Et voilà, mon histoire commence de même de ma journée de repêchage, pas nécessairement en voulant aller à Val-d'Or, puis en 5 minutes, c'est Val-d'Or qui te repêche, puis tu te retrouves à devoir aller au camp de pré-saison en Abitibi. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde du sport qui ont joué 2 sports, mais qui ne performent pas nécessairement dans le premier ou le deuxième. Puis toi, tu as performé dans la Ligue junior majeure du Québec, pareil. Là, si je ne me trompe pas, tu as eu une saison recrue incroyable. Oui, j'ai une saison recrue qui retient dans les records à Val-d'Or. J'ai su ça l'année passée, au fait, parce que, au courant de la Ligue junior majeure, il y a toujours quelqu'un qui a des stats qui ont dit « Hey, il pourrait peut-être battre le record ». J'ai appris que j'avais le record de recrue, nombre de points pour une recrue. Puis, quand j'ai su ça, j'ai vu le nom de Christopher Le Temps. Fait que je me dis « Ah, il y a le record ». Je dis « Ah ». Là, je vois « Ah non, Patrice Bernier, premier, avec 34 points. » Puis Le Temps. Fait que là, c'est qui ça, Le Temps? Dans l'épaule. C'est qui Le Temps? Hey, j'ai une question plus sérieuse qui vient de me venir. Qu'est-ce que le côté joueur de hockey
t'a emmené comme joueur de soccer et vice-versa? Qu'est-ce que le joueur de soccer t'a emmené comme athlète de hockey? Parce que moi, je suis un de ceux qui pensent que de faire du multisport va emmener justement le hand-eye coordination, les yeux, tout. Qu'est-ce que ça t'a emmené, toi, comme athlète qui a fait du multisport? Pour être franc, avoir joué au hockey, ce que ça m'a apporté, c'est qu'on sait bien que le hockey, c'est 45 secondes, une minute intense, tu es sur la glace. Donc, l'aspect anaérobique, de répéter les efforts, courte distance, parce que le soccer, il les a, mais c'est plus étendu, parce que tu marches, tu sprints, tandis qu'au hockey, cet aspect-là, ce caractère de devoir tout donner puis de vivre dans la zone rouge, là. Ouais. Et après ça, bien, surtout, en plus, en tant que défenseur, regardez, prendre l'information rapidement. La rondelle va derrière le but, en plus, dans le temps qu'on a joué, puis moi, je suis un peu plus vieux que vous autres. Ça venait vite. Aller chercher la rondelle, dans le fond, c'était pas l'icing direct quand la rondelle frappait le fond. Il fallait toucher la rondelle. Donc, c'est prendre l'information, repérer les joueurs, puis ça m'a aidé comme milieu de terrain parce que, bon, voilà, avoir la vision de jeu, c'est de remarquer tes attaquants puis de donner les passes. Donc, cet aspect-là. Puis la robustesse, parce que j'apprends à utiliser mon corps au soccer. Je pense que j'ai été reconnu pour quelqu'un qu'on n'enlève pas le ballon si facilement. Puis c'est dû au hockey parce que j'ai appris à bien gérer le transfert de poids puis de mettre la jambe pour bien protéger son ballon. Puis c'est assez fou, pareil, que dans les années que tu as joué à Val-d'Or, tu as joué avec Roberto, tu as joué avec JP Dumont, avec Bégin. Je pense que tu étais partenaire du duo de défense avec Jean-Luc Grandpierre. Tu sais, c'est des tabarouettes. Dans une équipe de même, d'avoir autant de gars qui ont joué à NHL, là, c'est gros. Là, quand on compare à aujourd'hui, qu'on a de la misère à en avoir 5 dans une année. Je me considère chanceux d'avoir joué dans cette époque-là. Je pense que c'est un grand cru donc, de joueurs québécois qui étaient repêchés parce que les joueurs que tu as mentionnés, j'ai joué avec Roberto Luongo, JP Dumont, Steve Bégin. Il y avait 7-8 gars repêchés dans la Ligue nationale. J'ai joué contre Mike Ribeiro, Simon Gagné, Vincent Lecavalier, Brad Richards, Alex Tanguay. Donc, il y en a d'autres. Après, là-dedans, tu avais Jean-Sébastien Giguère, tu avais l'épopée des gardiens de but qui sortaient C'était du gros calibre, là. C'était pas. Donc, oui, écoute, puis il y en a des joueurs qu'on sait tous, les gars de 20 ans, que peut-être n'avaient pas la grandeur, mais avaient tout à fait du talent. Martin Ménard jouait contre Pavel Rosa, Pilo Royal à Olympique. Puis, nommons les coachs, parce qu'il y avait des coachs là-dedans. Joe Canale, Claude Julien, Clément Jaudoin, écoute, Michel Terrien, Richard Martel. Donc, c'était beaucoup de personnalité. C'était pas un air facile pour les joueurs, hein? Tu viens de non. Disons que dans ce temps-là, ce qu'on ne parlait plus maintenant, dans ce temps-là, beaucoup de reverse psychology, on faisait tester les choses. Donc, c'est intéressant, mais il y avait de la personnalité, il y avait du charisme. On dit toujours qu'on garde un petit côté de nos entraîneurs dans nos tactiques quand on devient coach. Qu'est-ce que tu as gardé de Richard Martel? Richard Martel, on sait bien que c'est l'intensité. Ça, c'est un gars beaucoup de passion. C'est un professeur d'éducation physique. Je donne chapeau parce que je joue au soccer. Il m'a permis de continuer à jouer au soccer puis d'arriver un peu en retard au camp. Mais c'était quelqu'un aussi... Richard Martel, c'est quelqu'un qui aime bien paraître aussi. Quand il y avait les matchs, c'était dans le temps que les coachs, derrière le banc, cravate, ils se lèvent à cravater aussi. Long, ils lancent les bâtons de hockey puis les gourdes sur les arbitres. Parce que Stéphane Auger, qui était à TV Sport, je me rappelle de lui, que c'était pas facile dans ce temps-là pour les arbitres parce que les coachs, ils n'en laissaient pas passer. Puis, il y avait toujours une guéguerre de mots à travers les chaînes de télé. Puis, c'était intéressant parce que, comme j'ai dit, des fois, j'étais allé voir un match de junior majeur. Il me semble qu'il manque ces personnalités-là, ce charisme, 100%. cet échange. Il y avait vraiment des rivalités là, entre des équipes. C'était la guerre de 117 dans le temps, dans la petite entre Rouen et Val-d'Or. Hier, tu me contais ton histoire hier, Patrick, de Richard Martel qui trouvait que tu étais sloppy comme Mike Ribeiro. Ça m'a tellement fait rire. C'est tellement Richard, là, pointilleux sur tout. J'ai dit, ça, c'est bon. Écoute, pour la remettre en contexte rapidement, j'étais quelqu'un d'assez très relax sur la glace. Tu peux demander à Steve Bégin, il disait qu'on dirait que Patrice était très calme, rien ne l'énervait. Puis il jouait dans l'air aussi, Mike Ribeiro arrivait au Rwanda, puis les autres, on avait les culottes un peu plus baissées et tranquilles. Puis un moment donné, à ma deuxième saison, justement, c'est la première saison de Ribeiro, je joue, puis ça va pas super bien, les performances. Puis à un moment donné, j'arrive à l'entraînement, puis je vois que j'ai des suspenders, mes culottes ont des bretelles. Et je dis au gars de l'équipement, qui s'appelait Luc, à ce moment-là, « Tilou, c'est quoi ça? » Il dit « Hey, demande-moi pas, demande au coach. »
Puis je viens pour les enlever, puis le coach, Richard Martel, il passe, il dit non. Il dit, tu les gardes, les bretelles. Il n'y a pas d'affaire d'avoir les culottes baissées. Le hockey, là, ça joue d'une certaine façon, puis ça doit être comme ça. Puis j'ai passé 1 mois avec les bretelles. Puis là-dedans aussi, j'avais le A, là. Fait que c'est pas comme s'il se dérangeait. Tu étais capitaine ou assistant, puis en plus, tu as 16 et 20 ans. Et ça m'a toujours c'est pas que ça m'a marqué, mais je me suis rappelé, il dit, je peux pas m'exprimer de ma façon. Puis pourtant, Mike Ribeiro, lui, on le laisse tout aller de son bord. Puis tu sais comment Mike, il jouait. Ouais. Lui, tout, on dirait qu'il va à une vitesse. Dans sa tête, ça va très vite, mais on dirait que lui, il joue à une vitesse, puis il chiffre tout le monde. Donc, c'était intéressant, mais c'était la vie avec Richard Martel qui était toute une personnalité. Puis je vais apprécier parce que j'ai beaucoup appris cette période-là en tant que comme coach. Patrice, tu parles d'apprendre, puis moi, j'ai appris beaucoup dans ma vie personnelle à cause du hockey. Mais toi, tu as eu la chance de jouer. T'as eu la chance de jouer au hockey, tu as eu la chance de jouer au soccer. J'aimerais ça t'a amené quoi dans ta vie personnelle, ta vie privée? Tu sais, tu grandis beaucoup comme individu dans le monde du sport, mais toi, tu as eu 2 sports de qualité. Écoute, pas caché, j'ai toujours voulu être Bo Jackson, faire 2 sports. Bo Jackson, il a réussi à jouer au football puis au baseball, puis je me dis, un jour, je pourrais jouer au hockey et au soccer. Mais ce que ça a apporté, c'est que le hockey, le soccer, c'est la structure, l'organisation, la discipline. Au hockey, c'est souvent aller à l'aréna tôt le matin. On t'apprenait, ta poche, tu ne fais pas juste la laisser là, il faut que tu accroches ton stock, il faut que tu le laisses aérer. Richard Martel, il y avait une discipline. C'était quelqu'un d'intense, mais c'était quelqu'un de fair puis direct. Donc, tu apprends à vivre dans ce monde-là. Socialiser avec des gars de, tu as 16 ans, tu as 20 ans. C'est fou, c'est 4 ans d'écart, mais quand tu arrives joueur majeur, c'est comme si un gars a 10 ans de plus que toi. Ouais. Quand tu parles avec les gars de 20 ans, respecter la hiérarchie, les vétérans, quand tu es une recrue. Puis au soccer, c'est la même chose. C'est tout cet aspect c'est le bienfait du sport. Au niveau personnel de santé, mais aussi de la discipline, de savoir qu'est-ce que ça prend. Puis tu apprends plus que tu avances, tu apprends, je dois aller dormir, je dois aller m'entraîner, je dois aller au gym le matin, même si ça ne me tente pas, parce que les gars, il y a de la concurrence. Tout le monde se bat pour plus de temps de glace, plus de temps sur le terrain pour jouer. Puis tu développes un mindset de dire, là, écoute, si je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et qui risque de prendre ma place. Donc, tu développes une attitude de te dépasser. Puis au hockey, ce que j'ai toujours apprécié, c'est qu'il y a ce côté que dépassement. On était dans l'air que faut que tu donnes plus. Si on ne veut pas, on fait patiner. Ligne bleue, ligne rouge, ligne bleue, comme OK, je ne veux pas revivre ça. Fait que faut que je donne les performances, faut que je réponde à présent, match après match. Quand on est talentueux dans 2 sports comme ça, comment on fait le choix? Comment est-ce qu'on tranche? Tu es quand même rendu au niveau avant Ligue nationale. Tu dis, je lâche le junior majeur, puis je m'en vais jouer au soccer. Tu sais, c'est quand même énorme, là. Oui, c'est un peu fou. On ne va pas le cacher que beaucoup de gens m'ont dit qu'est-ce que tu fais? Au pire, si tu fais la Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue internationale, ils jouent en Europe. Bien avant ça, ma passion, ça a toujours été soccer. J'ai grandi, mon père m'a parlé de Coupe du Monde, puis j'ai vu les Coupes du Monde à la télé. Fait que j'ai grandi là-dedans. Mais je suis né au Québec, j'ai grandi au Québec. Dans le hockey, c'est le sport numéro 1, c'est dans la culture. Puis j'ai commencé à graver les échelons. Puis tranquillement, on parle de « Hey, j'ai 3 joueur majeur. » Puis là, tu réalises que hey, le next step, c'est peut-être la Ligue nationale. Puis on va le cacher, je jouais avec Roberto Luongo. Donc, beaucoup de recruteurs viennent regarder le gars qui est convoité à être dans le top 5. Fait que tu dis, j'avais la bourse d'études, comme j'ai dit, à Syracuse. J'ai juste dit au coach, look, coach, I gotta wait and see because I'm playing hockey. And ici, le hockey, c'est roi. Puis peut-être que je pourrais arriver à la Ligue nationale, on ne sait jamais. Puis ma première année, je suis né le 23 septembre. Puis la date limite, c'est le 15 septembre. Fait que j'ai dû attendre une année de plus pour voir si j'étais dans les listes de repêchage. Les listes de repêchage. Puis tranquillement, j'ai rencontré un scout après un match. Je pense que c'est les Panthers de la Floride qui m'avait dit, tu sais, bon joueur, mais tu es en défense, tu fais 5 pieds 9, mais tu pèses 175 livres. Prends du poids, tu peux le faire, aller au gym, puis tout ça, puis c'est dans le temps de la créatine, puis tout ça. Mais il dit grandir, ça va être difficile. À moins que tu aies des stats phénoménales, ça va être difficile. Puis finalement, à la fin, je me suis fait échanger au plein milieu de la nuit, puis ça m'a juste dit OK, voilà, je passe au prochain sport. Il y a un sentiment de fraternité quand tu arrives dans l'équipe junior majeure. Les gars, ça devient tes frères. Là, tout d'un coup, tu fais échanger, tu sens que tu fais plus partie de la famille. Fait que ça m'a fait un déclic de OK, je suis prêt à passer au soccer. Mais dans mon cœur, j'étais soccer, mais quand tu vis dans le cocon du monde du hockey, c'est sûr que je ne pouvais pas dire ah non, je laisse aller Jean-Marc de côté parce que je m'en ai une bourse d'études. Puis voilà, tranquillement, cet échange-là, ça m'a comme permis de faire le choix plus facilement.
Tu bois quoi, Pat? Ouais, tu bois quoi, Pat? Tu prends-tu une petite bière ce soir ou t'es tranquille? Grâce à vous, j'ai sorti, c'est un rhum, ça s'appelle Barbancourt. C'est de l'Haïti, au fait. C'est 8 étoiles. On ne trouve pas ça au Québec, ça, je vais vous dire ça. À SAQ, on va trouver le 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Fait qu'un petit rhum de canne à sucre. 8 étoiles. Oui. Donc, encore une fois, merci d'être là, Pat. C'est le fun d'entendre les messages rentrent, c'est trippant au bout. Moi, j'ai 2 questions. Max, pose ta question, j'en ai 2. Je vais y aller. Pat, ce que tu viens de nous conter, c'est pas endormant pantoute. C'est extraordinaire comme carrière. Mais là, j'ai entendu, d'après mes informations, que tu es un gars qui a une facilité assez extrême à t'endormir. À m'endormir? Ça a l'air bonne personne. Ça a l'air que tu t'endors, puis aux Danemark aussi, ça a l'air que tu t'endors plus rapidement. Je peux fermer la switch de même. Ça, c'est... même ma femme me dit, comment tu fais la journée? Il dit, mais bon, écoute, je ne vais pas te cacher que ça aussi, ça m'a apporté des défauts de tomber endormi des fois quand tu ne devrais pas. Mais bon, voilà, je considère que ça me permet de me reposer plus rapidement puis de laisser le stress de côté parce que vous savez, quand tu vis le monde professionnel, puis vous l'avez vécu, il y a toutes sortes de choses qu'on pense à est-ce que je vais jouer, est-ce que je ne vais pas jouer, est-ce que je vais performer. Puis bon, ça me permet, je suis capable de turn off the switch, comme on dit, plus rapidement que la moyenne. Moi, là, j'avais 2 questions, je suis rendu à 3. Okay. Max, j'en ai 3 de suite, OK? Tu me le permets-tu? Shoot-les. Ma première, on a parlé à Jay du Temple tantôt. Jay, c'est un joueur de hockey, puis il dit que les jokes de vestiaire, c'était pourri, c'est pour ça que c'est lancé dans l'humour. Les jokes de vestiaire de hockey sont-ils aussi plates que les jokes de vestiaire de soccer? Ça, pour être franc, je pense que c'est similaire. Ils sont plates je pense que peu partout. importe le vestiaire qu'il fait dans le sport, les mêmes jokes, le même type d'humour se reprend, se retrouve. Ça ne change pas. Peu importe que les joueurs viennent de différentes cultures, nations, on dirait que on est tous calmes. Les mêmes blagues. OK, parfait. Est-ce que tu penses que tu pourrais devenir un jour le premier coach à être assistant dans la Ligue nationale de hockey et dans MLS après? Ou MLS et NHL? Et ça, déjà, je retrouve le monde du hockey parce que de ce que je vois, je vois les... Mais là, Patrice, je vais en rajouter parce que le monde sur le chat, ils disent coach au hockey, assistant coach au hockey, coach MLS, puis top model. Parce que ça a l'air qu'il y a bien des filles qui vont sur le chat. C'est demandant. Moi, j'ai déjà le job de coach, je pense que vous en savez un peu, c'est demandant. Fait que déjà là, je vais m'en sticker à une. Écoute, depuis que j'ai arrêté, je joue pour le fun. J'ai joué contre Jay du Temple, justement, dans des matchs de célébrités. Ouais. Puis là, je joue un peu de temps en temps maintenant dans la Ligue de garage. Au fait, j'ai lâché le soccer, puis ce qui me permet de rester, si on peut dire, en forme, c'est jouer au hockey, puis de retrouver cette camaraderie dans le vestiaire, puis avec des gars que tu vois que c'est vraiment... Il n'y a pas de stress, je vais jouer, puis je pense pas avoir d'autres choses, mais le hockey, j'ai vu comment ça va maintenant, c'est un autre monde de ce que j'ai connu. Puis ma dernière question, c'est pas ma dernière, on va continuer après, mais dans mes 3, est-ce que ça te fait chier? Elle est plate, la question. Quand un joueur de soccer mange un petit coup et il fait l'acteur à terre comparativement au hockey, la différence entre les deux sports, tu comprends? Tu as fait les deux, c'est l'opposé, Batins, là. C'est une grosse chose au Québec parce que, bon, on est dans la culture de hockey. Ouais. Le bon, quand ça vient au soccer, c'est comme, j'en viens pas. Puis pourtant, Bernier, regarde, tombe pas, lui. Puis, moi, j'ai compris, ça fait partie de la culture, ça fait partie du jeu. Des fois, oui, t'es comme... Parce que ça dépend de l'issue du match. Si tu mènes, puis un joueur perd du temps, t'es content. Parce que tu veux perdre le temps, tu veux perdre le rythme, tu veux que l'adversaire, il commence à paniquer, il s'énerve, il est irrité. Mais quand tu perds, là, t'es comme, comment, mon gars? Lève-toi, là. C'est juste un petit coup, lève-toi. Mais j'ai compris, ça fait partie du jeu. Pour certains, ils disent que c'est de la triche. Moi, je considère que c'est de la ruse. Il faut juste que tu le comprennes. Puis que, comme j'ai dit, c'est des choses que, oui, des fois, c'est fâchant parce que tu en prends des coups et tu dis, écoute, là, j'ai déjà vu, je suis dans la thérapie, j'ai pris des gros coups. Puis moi, je remonte, je suis à l'entraînement le lendemain. Je vois les gars, ça prend une semaine. Fait que c'est peut-être des choses que je dirais qu'au hockey, j'ai appris à encaisser les coups. Et puis, comme tu as dit, on est dans l'air du temps où c'était comme, hey, suck it up. La glace. Are you injured or are you hurt? On sait bien qu'on l'a tous entendu. Et donc, ça durcit le mental sur cet aspect-là. On durcit la dureté du mental. Ça fait partie du jeu. Puis, c'est une des facettes qui est peut-être négative, mais qui fait partie. Il faut que tu vives avec. Quand tu l'expliques, on comprend que c'est une ruse, puis c'est pour écouler le temps. Puis ça fait partie de la game. Puis peu importe le règlement que tu vas faire, que tu vas changer, les gars vont trouver une façon de tricher.
that's how we win. Il y a toujours une façon de compter. Puis en plus, on tombe sur des différentes cultures qui ont leur facette, qui apportent leur touche dans le jeu. Donc, c'est ce qui est, moi, ce que j'aime, c'est ce qui est beau du soccer, c'est que justement, il y a tout ça, puis il y a des choses qui sont frustrantes, oui. Parce que quand tu arrives d'Amérique du Nord, laisse-moi dire, quand tu vas jouer en CONCACAF en Amérique centrale, des fois, c'est difficile à gérer. Mais s'il joue le jeu, il arrive à te faire paniquer et à sortir de ton match. Hey, Patrice, le Cavalier, Richard, Luongo, puis là, tu te ramasses un jour un terrain avec des Drogba, Beckham, Thierry Henry comme coach. C'est où qu'on se sent le plus starstruck, comme qu'on dit? C'est où que ça t'a atteint le plus pour toi? Là? Écoute, le beau côté, c'est comme tu l'as dit, les gars que j'ai joué contre, ils allaient devenir des vedettes. C'était des jeunes vedettes, mais qui rentraient en Ligue nationale. Puis là, ben, je rentre au soccer, puis tu sais, je me suis toujours dit, bon, le soccer, les grandes ligues, c'est l'autre côté. Si un jour j'arrive, j'espère. Puis là, du jour au lendemain, je reviens jouer à Montréal, puis je chausse les crampons avec des Italiens de grande renommée, Alessandro Nesta. Didier Drogba vient jouer chez nous. Et puis maintenant, ben, je suis dans le staff des entraîneurs et ben, un des joueurs légendaires qui va probablement un des meilleurs joueurs de sa génération, Thierry Henry. J'ai eu la chance de le connaître avant, fait qu'on était devenus amis. Fait que, ça ne change pas les choses, mais là, de dire, vraiment, tu m'avais dit il y a 15-20 ans, je lâche le hockey, puis que oui, je vais frotter les crampons ou bien je vais être dans le même vestiaire comme coach avec une légende de soccer, je t'aurais dit, ben non, t'es fou, là. C'est loin, là. Je suis un petit gars du Canada, du Québec. Oui. Ces gars-là sont une autre stratosphère, puis là, ben, j'ai des conversations avec, puis j'ai les anecdotes de ce monde-là que j'aurais voulu être, mais de ces gars-là qui l'ont vécu, puis que tu regardais à la télé, puis d'un coup, ben, tu es à côté d'eux en train de partager des moments sur le terrain, puis en tant qu'entraîneur aussi. Parce que là, c'est bien évidemment, on est en confinement, mais là, tu vas te ramasser, tu vas aller souper avec, puis tu vas dîner avec à tous les jours, là, quand ça va commencer un jour. C'est incroyable, pareil. Tu sais, Guy, imagine, là, un jour, tu coaches, puis tu es avec, ce serait qui comparable? Mario Lemieux dans le monde du hockey? Thierry Henry, oui, ça rentre dans les grandes vedettes de ce qui est au hockey. Là, oui, c'est lui, dans sa génération, il est considéré il est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, donc la sélection française. Wow. Il a été à la Coupe du Monde. Si on enlève Zidane, ben, il est juste en dessous. Zidane, c'est vraiment un autre fan, mais il est juste en dessous. Puis en Angleterre, ben, j'ai eu la chance, laissez-moi vous dire, je suis avec lui, j'ai été aux États-Unis, on était en camp. C'est incroyable, il se fait reconnaître partout. C'est incroyable. Tu dirais, bon, OK, on est en Floride, là. Il y a peut-être une ou deux personnes, puis tu ne peux pas aller prendre un café avec lui sans qu'il se fasse arrêter à chaque 5-10 minutes. C'est extraordinaire comment sa popularité, puis comment il a marqué les gens par son jeu sur le terrain, des gens qui viennent avec les maillots d'Arsenal ou de la France. C'est exceptionnel de pouvoir voir que ce gars-là, tu es avec lui. Ah non, c'est marrant. Hey, Pat, j'ai encore plein de questions, puis là, on est rendu à la fin de l'entrevue, fait que il faut falloir on n'a pas le choix de te réinviter, il faut que tu reviennes, puis durant la saison... Ah non, man, durant la saison, honnêtement, c'est tellement intéressant, puis on a juste parlé, on dirait qu'on a juste effleuré ta partie soccer qui est tellement gros dans ta vie. J'aimerais ça que tu parles de tes initiations juniors. Je sais que tu as une méchante bonne histoire de bagarre générale. Je veux te réinviter à parler de ça avec on aille. Ça va être exceptionnel. Moi, je veux te réinviter avec Frank Lessard, les deux dans l'écran. Francis, ça c'était mon Vous allez compter votre histoire. Repentini, il m'a fait venir. Je ne me rappelle plus c'est quoi le club qu'il y avait dans le Fort Repentini. Tout le monde allait là. La Marina? Pas la Marina de Repentini. C'est ça. Francis, les gars, il faut aller là avec Jonathan Fauteux. À chaque fois qu'on a un break, on s'en là. Francis, c'est un gars extraordinaire. Puis, ça, c'est un gars aussi que tu veux pas niaiser avec. Il y avait Steve Bégin et Francis Lézard. Ça, c'est des gars que tu voulais pas. Sur la glace, tu es content qu'ils étaient dans notre équipe. Oui. Fait que Pat, tu es certifié la poche bleue maintenant. Regarde ça comment t'es beau. Merci, les gars. Super le fun. On te réinvite dans les prochaines semaines. C'est trop intéressant. Puis on veut te revoir. Le monde a adoré. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, les gars. Grand plaisir. Continuez ce que vous faites. C'est plaisant. Puis, vas-y, c'est rigolant aussi. Là. Salut, Pat. Salut, Mélisa Baril. Oui. Il est rentré incognito, lui, à soir. C'est assez solide. C'était drôle. Ça, c'était carré.